Je reçois aujourd'hui Olivier Pastré, professeur d'économie à Paris 8. Olivier Pastré qui a été invité par les économiques de Turgot dans le cadre du Printemps de l'économie 2014 a apporté quelques éléments de réponse à la problématique suivante. À l'heure de la reprise mondiale, l'Europe sera-t-elle au placard ou au rencard? Bonjour Olivier Pastré. Bonjour. Alors, quelles sont les forces de l'Union européenne aujourd'hui qui permettent d'être optimistes, qui permettent de dire que l'Europe sera au rendez-vous de la reprise mondiale et non pas à la remorque? Mais d'abord, j'aime pas le titre au placard ou au rencard parce qu'on a l'impression que dans les deux cas, c'est négatif. Alors en fait, je Rencard pense pour rendez-vous. oui, mais pourquoi pas au placard ou superstar si on veut faire des rimes à la noix. Je pense que la réponse, c'est les deux, mon général. Quelles sont les forces de l'Europe? Elles sont considérables. On a un des plus grands marchés, on a un nombre de très grandes entreprises extraordinairement important, on a en matière de recherche et développement à rougir devant personne, on a un nombre d'atouts absolument considérables. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas des faiblesses, ça ne veut pas dire que la gouvernance ne rencontre pas des difficultés, mais enfin, les atouts de l'Europe sont très importants. Demandez aux Ukrainiens, ils ont l'air de penser que l'Europe, c'est plutôt bien. Il n'y a que les Européens qui pensent que l'Europe, c'est pas bien. Alors l'Europe reste aujourd'hui une zone exportatrice mondiale, la première de loin dans le monde, mais elle perd aujourd'hui des parts de marché. Alors qui est le fautif? Est-ce que c'est un problème de gouvernance? Est-ce que c'est la Commission? Est-ce que c'est les politiques divergentes des États membres? Mais dans les périodes de crise, on cherche des boucs émissaires. Et dans ce domaine-là, la Commission, c'est le rêve, c'est les méchants, les gnomes de Bruxelles. La réalité, c'est qu'on est tous responsables. Pourquoi est-ce qu'on n'est pas exportateur? Quels sont les premiers responsables? Les entreprises. Les Commençons entreprises. par... Bien évidemment, c'est plus compliqué que ça, mais on est tous responsables. Quand vous achetez une cravate chinoise, je ne sais pas si votre cravate est chinoise, vous contribuez à faire disparaître des emplois en Europe. Je plaisante, mais les consommateurs aussi. Ils votent pour l'Europe, mais ils achètent chinois. Donc c'est à nous de nous défendre, nous consommateurs, nous entreprises, et de ce point de vue-là, les entreprises, il faut qu'elles fassent pour certaines des efforts à l'exportation, et c'est évidemment les États, et c'est évidemment la Commission. Mais ne désignez pas de bouc émissaire en période de crise, ça n'a jamais porté bonheur. Alors aujourd'hui, l'Europe connaît une croissance plutôt molle à l'heure de la reprise. Est-ce que c'est une situation qui est appelée à durer? Là, la réponse est oui. Je veux juste revenir sur l'aspect exportation. On dit beaucoup c'est la faute à la monnaie. On a oublié là dans les boucs émissaires. Les Allemands, ils exportent avec une monnaie forte. Donc, je veux dire, l'euro fort, ça présente des inconvénients, ça présente aussi des avantages. Ils Mais vont pour mieux avoir une l'Allemagne monnaie faible. surtout, qui est positionnée sur le haut de gamme. Oui, mais c'est pas si simple que ça. L'Allemagne n'est pas si positionnée sur le haut de gamme que ça. Elle a une bonne image en matière de qualité de produit, mais elle est la démonstration, en tout cas, que l'euro fort n'est pas la cause de tous nos maux. Après, sur la croissance molle, la réponse est évidemment oui. En économie, d'abord, l'économie, on ne triche pas. Et l'économie, c'est contrairement à ce que disent beaucoup d'économistes, c'est un truc assez simple. La croissance la croissance potentielle, c'est la croissance sans endettement, c'est-à-dire deux choses, démographie, gains de productivité. On regarde chacun des éléments. Démographie, sauf à avoir plusieurs dizaines de millions, le chiffre en gros c'est 40 millions d'immigrés en plus dans les 10-15 ans qui viennent, on a une démographie qui fait que notre population active sera moins nombreuse et qu'on produira moins. Et gain de productivité, je dis bien gain de productivité, c'est plus difficile de faire des gains de productivité quand la productivité est élevée, ce qui est le cas de l'Europe, que quand elle est faible, ce qui est le cas de la Chine, je caricature. Donc, du point de vue européen, une population vieillissante, sans immigration, plus des gains de productivité relativement limités, la croissance potentielle, mais ça c'est vrai depuis 10 ans, ça fait 10 ans qu'on se bourre le mou en disant que la croissance de l'Europe pourrait être celle des États-Unis. Non, on n'a pas la même population active, et notamment les États-Unis ont une partie de leur croissance expliquée par une très forte immigration qui est le double de celle de l'Europe et qui explique leur dynamisme, pour partie, pas seulement. Olivier Pastré, j'en reviens à cette question de l'euro fort. Aujourd'hui, c'est un avantage plutôt pour l'Allemagne, même si c'est discutable, on l'a compris. Elle ruine tout de même les efforts de compétitivité entrepris dans les pays du Sud. Est-ce que finalement, l'Europe n'est pas condamnée à rester une zone de divergence entre les États membres avec cette même politique monétaire? La réponse est clairement non. Rester, vous avez bien dit, hein. Il est clair que l'Europe a été construite pour réduire l'hétérogénéité entre ses membres.
il faut reconnaître que ce n'est pas un succès aveuglant et qu'il y a des hétérogénéités qui ont subsisté et d'autres qui se sont même accrues. Mais là, il faut malheureusement ou heureusement laisser du temps au temps. Je veux dire, il y a une mécanique intégratrice qui fait que on se rapprochera vers moins d'hétérogénéité, sous réserve, ce qui est un des problèmes, si c'était le problème majeur, d'une gouvernance européenne plus forte. S'il y a une gouvernance européenne plus forte, on peut espérer qu'il y ait moins de concurrence fiscale, moins de concurrence sociale et donc plus d'homogénéité. Ce n'est pas écrit d'avance, mais c'est le chemin qu'on a pris il y a plusieurs dizaines d'années. Et pour se relancer, l'Europe doit-elle laisser l'Allemagne devenir le moteur économique de la zone ? Attendez, arrêtez. L'Allemagne qui dominerait l'Europe, l'Allemagne ne domine pas l'Europe. L'Allemagne, dont on dit que c'est un modèle absolu. Celle qui contribue aux excédents. Non, mais attendez, c'est un modèle absolu. Elle a des problèmes démographiques infiniment plus graves que nous. Elle a une population active qui ne se développe pas assez rapidement. Beaucoup moins de chômage, mais beaucoup plus de salariés pauvres. Donc franchement, Angela Merkel, pourquoi est-ce qu'Angela Merkel fait des concessions dans les négociations européennes ? Parce qu'elle sait très bien que sa situation n'est pas parfaite. L'Europe, c'est un certain nombre de pays qui ont malheureusement, à cause du traité de Nice, augmenté trop vite par rapport à la gouvernance. C'est toujours le même problème. On a augmenté la taille de l'avion et on n'a pas changé de moteur. Donc c'est difficile à bouger. Mais l'avenir de l'Europe, c'est tous les pays. Même la Belgique, je plaisante. Enfin, c'est à chacun des pays de faire des réformes, de retrouver un équilibre budgétaire, pas forcément trop rapidement, mais avec une certaine détermination, parce qu'à un moment ou un autre, il faut quand même là aussi dire la vérité. Et l'Europe sortira de la crise lentement, progressivement, avec l'Allemagne, mais pas sous l'aile de l'Allemagne. Mais l'Europe sortira de la crise, même lentement. Olivier Pastré, je vous remercie d'être venu sur Xerfi Canal pour réaliser cette interview que nous enregistrons dans le cadre du Printemps de l'économie. Merci encore. Merci à vous.